plus de 30 000 followers sur les réseaux sociaux. Une fois, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais il faudrait que je le martèle à tout le monde. On est la mutuelle ou l'assurance la plus suivie de France quand même. Nostrum Care et Tinder, ce qu'ils ont compris, c'est que la séparation, c'est un moment de fragilité, de faiblesse émotionnelle, psychologique, de bien-être, et que, comme d'autres événements, il doit pouvoir y avoir des réponses ou des programmes d'accompagnement. Bienvenue dans le podcast Simp Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Aujourd'hui, on va retrouver la mutuelle Nostrum Care, qui est récemment devenue partenaire de Simp, dans ce nouveau format où je pars à la rencontre d'entrepreneurs dans la santé pour vous faire découvrir les solutions qu'ils développent dans le but d'améliorer votre bien-être. Merci de nous recevoir ici. Donc on est chez Nostrum Care, dans les bureaux de Nostrum Care. Je vais te demander de te présenter, mais avant ça, je vais peut-être juste faire un rapide point de contexte un petit peu pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, qui se demandent peut-être pourquoi est-ce qu'on fait cet épisode. J'ai vraiment voulu un petit peu investiguer ce que fait la société ou quel est le rôle de la société à jouer pour les personnes qui nous suivent, qui sont souvent un petit peu dans cette zone grise, qui vont pas bien, mais qui sont pas malades, ou qui n'ont pas diagnostiqué de maladie, donc qui ne retombent pas toujours dans ces cases du remboursement. Et aujourd'hui, ça dépend beaucoup de leur volonté à payer pour leurs propres soins, de leur volonté à faire des démarches, à creuser, à investiguer par eux-mêmes. Et donc, je voulais investiguer un petit peu ce qui se passe côté mutuel, remboursement, quel rôle la société a joué là-dedans, enfin à jouer du coup, pas à jouer mais va jouer là-dedans, aimerait jouer là-dedans, et donc c'est pour ça qu'on fait cet épisode aujourd'hui avec toi Abel. Merci de nous recevoir ici. C'est un honneur que vous ayez trouvé Nostrum Care pour justement répondre à ces questionnements. J'en suis franchement très honoré. Ouais, je suis tombé sur vous justement en regardant via vos réseaux sociaux une vidéo d'une médecin, docteur Jenny Beckham, d'une biologiste en biologie fonctionnelle que je ne connais pas d'ailleurs. Je vais sûrement lui envoyer un message pour qu'on fasse peut-être un épisode de podcast ensemble un jour. Mais je suis tombé sur elle, sur sa vidéo. Je me suis dit une mutuelle qui parle de biologie fonctionnelle, c'est novateur. C'est novateur. Et donc là, je t'ai contacté et tu m'as assez rapidement répondu. Et nous voilà. Et donc Abel, est-ce que tu peux peut-être te présenter et nous expliquer un peu ce qui t'a poussé à créer cette mutuelle Nostrum Care? Alors moi, je suis Abel Biver, je suis cofondateur de Nostrum Care et concrètement, ce qui m'a poussé à proposer Nostrum Care et à faire en sorte de proposer une nouvelle mutuelle qui intègre les évolutions des besoins en termes de santé, c'est vraiment cette forme de double constat. Le premier qui est que on a des secteurs assez proches de l'assurance ou de la mutuelle, comme ceux de la banque, qui ont digitalisé quasiment tous leurs process et tous leurs actes de vente dans les années 2000-2010, rendant beaucoup plus simple en fait l'utilisation de la banque, en la démocratisant aussi presque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a de très nombreux jeunes qui s'intéressent à des sujets financiers. Alors parfois il y a des dérives, mais toutefois il y a quand même un sujet de vrai, c'est-à-dire que on a beaucoup plus pris en main les sujets financiers grâce à la digitalisation. Donc moi j'avais envie déjà de proposer une offre qui permette de digitaliser à la fois la souscription, la compréhension des contrats, la compréhension des garanties, et puis après la vie du contrat, donc la vie de la mutuelle, à savoir quand j'ai besoin de me faire rembourser mon médecin ou ma séance de kiné, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que j'envoie encore ma feuille, ma facture du médecin avec mon décompte, etc. Voilà, papier avec un retour de 3 semaines, et si jamais je me plante de papier, on est reparti dans un cycle infernal. Donc ça, c'est un peu un premier constat. On est en 2019, en gros, on est juste avant le Covid, et puis il y a quand même des outils technologiques qui nous permettent de fluidifier, de digitaliser, et donc l'idée était de pouvoir vraiment digitaliser l'assurance santé. Le second constat, c'est qu'en fait,
on a une part de la population qui n'est pas vraiment ciblée ou qui n'est pas concernée par l'assurance santé, par la mutuelle. C'est un peu des personnes qui sont hors des cases. Il y a les freelances, les indépendants, les étudiants. Toutes ces personnes-là, en fait, se posent souvent une question de est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que ça vaut le coup de payer 20, 30, 40 euros par mois pour une mutuelle alors que je vais jamais chez le médecin ? Et je crois que la question au fond, c'est à quoi es-tu prêt à renoncer pour être en bonne santé ? Et c'est là où je trouve que c'est un peu inquiétant. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays en France où on a vanté, il y en a encore qui vantent notre système de santé, mais on a beaucoup vanté ce système-là, avec une part de la population, et notamment la plus jeune, qui se pose des questions aussi importante que est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ma santé ? On devrait même pas pouvoir se poser la question. On devrait pas se la poser cette question. On devrait juste se dire oui, ça vaut le coup parce que le jour où, je serais bien content d'être couvert. Voilà. Donc derrière, il y a aussi une vraie réflexion autour de pourquoi est-ce que ces personnes-là se posent cette question et qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui ferait que elles arrêtent de se la poser et qu'elles passent le cap et qu'elles y aillent. Et en fait, ces questions-là, on se les est posées en même temps qu'on vivait la crise Covid, avec vraiment l'explosion du tabou autour de la santé mentale, avec l'explosion autour du simple fait de dire « oui, je vais mal », oui, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un. Oui, j'ai besoin d'aide. Tout ce tabou autour de l'isolement qui était aussi en train d'exploser. Donc, je crois que quelque part, cette volonté de pouvoir proposer une assurance nouvelle génération qui prend en compte bien plus qu'elle ne prend en charge, elle est arrivée aussi au bon moment. Est-ce que c'est de la chance ? Est-ce que la chance se provoque, etc. Ça, voilà. Maintenant, je sais que on a réfléchi à cette époque dans un cadre bien précis, dans un contexte bien précis, et on a débouché sur Nostrum Care, qui est en fait la première assurance santé et bien-être. Voilà. Et bien-être. Clairement, on a souhaité répondre à tous ces questionnements, à tous ces besoins nouveaux et qui étaient en train d'apparaître clairement sur le marché. Ouais, c'est vrai que quand tu vois, par exemple, tu parlais du milieu bancaire, tu vois Conto ou Revolut, qui ont complètement rendu ça plus facile, mais aussi rendu la facilité de s'intéresser au sujet. Par exemple, quand tu vois sur Revolut, à quel point tu peux rapidement choisir, je vais aller investir mon argent là-dedans. Il y a une partie qui va partir là-dedans. Enfin, je fais pas du tout la promo de Revolut, mais c'est vrai que je vois le parallèle entre tu rends ça plus facile et plus adapté à l'époque de quelque chose qui de base te paraît un peu archaïque et opaque. Mais c'est ça. En fait, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que clairement, les gens se disaient faut que j'en prenne une, quoi. Il faut que je prenne une mutuelle. Ouais, c'est ça. Je vais encore rien comprendre. Je sais que je vais payer, mais je sais pas pourquoi. Ouais. Et ici, quand je vois, parce que j'ai récemment ouvert un compte à la fois chez Conto et Revolut, du coup, j'ai vu un peu des expériences nouvelles et c'est excitant, quoi. Tu fais le truc. Il y a un côté excitant de créer un compte, alors qu'à l'époque, créer un compte à la banque. C'est pareil. C'était absolument fallait prendre rendez-vous. T'avais 1 ou 2 semaines. Il fallait remplir des papiers, te faire recevoir par un conseiller qui te disait revenez dans une semaine. Voilà, ça a explosé. Et quelque part maintenant c'est beaucoup plus facile de gérer son argent, c'est plus facile de mettre un peu de côté ce qu'on peut mettre de côté. Ça démocratise, et nous ce qu'on veut aussi au travers de Nostrum Care, c'est de pouvoir démocratiser l'accès à la santé et à la santé mentale et le fait de prendre soin de sa santé mentale. Oui, parce que ça c'est du coup le premier point que tu disais, un peu le constat de départ, et puis après est arrivé le Covid. Post-création, et donc ça n'a fait que amplifier ce besoin. Confirmer, en fait. Ouais, clairement, on était déjà sur cette piste-là. On avait aussi la volonté de pouvoir s'attaquer à un problème qui, je trouve, est extrêmement grave et malheureusement peu pris en compte en France, c'est celui du harcèlement scolaire. Alors j'ai moi-même passé beaucoup de temps avec une association à l'époque pour bien comprendre ce que les assos sur le terrain faisaient, comment est-ce qu'elles accompagnaient les profs, comment est-ce qu'elles accompagnaient les élèves victimes, les élèves qui sont à l'origine du harcèlement. Et donc on a sorti un petit module d'assurance qui est
pas eu grand succès, mais en même temps, on se lançait, donc c'est vrai que personne ne t'attend quand tu te lances, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, en fait, quelque part, si je dois résumer Nostrum Care, c'est que on a des très forte conviction sur des grands enjeux sociétaux et que on apporte des solutions très concrètes par rapport à ces enjeux sociétaux. Voilà, la santé mentale, tu as vu l'actualité, on vient de lancer une assurance bien-être pour les cœurs brisés et il y a 5 ans, je voulais aussi focaliser sur le harcèlement scolaire et j'abandonne pas, ça reviendra certainement cette idée-là. Voilà. C'est ouais, attaquer des problématiques comme ça, c'est super intéressant. Et est-ce que tu as donc depuis le lancement, j'imagine quand tu lances quelque chose de nouveau, moi je le vis aussi dans mon aventure entrepreneuriale, c'est pas toujours évident, et puis il y a des moments comme ça qui te confirment que ok, tu y es peut-être pas encore, mais tu es sur la bonne voie. Est-ce que tu as des exemples de paroles, de retours que tu as eu qui te disent ok, je sens qu'on est sur la bonne voie ici avec Nostrum Care, ça me confirme que je réponds à un besoin? Alors il y a plusieurs choses. Moi je fonctionnais un peu par thermomètre, c'est-à-dire que je mets des thermomètres un peu partout et j'arrive à avoir la température et j'arrive à avoir au moins une bonne indication de est-ce qu'on se plante ou est-ce qu'on est dans le bon là. Bon, cette idée de base quand même de pouvoir faire évoluer l'assurance santé en même temps que l'évolution des besoins en termes de santé et de santé mentale, c'était déjà quelque chose d'assez fort, je trouvais, au niveau quand tu lis les journaux, quand tu parles avec des gens, quand tu t'ouvres un peu l'échange, rien que ça te permet de comprendre un peu des logiques. Ensuite, j'avais à cette époque beaucoup d'amis qui étaient indépendants freelance et qui me faisaient tous part en fait de cette réflexion-là. La mutuelle, ça me sert à rien. Cher ami, si tu te plantes la gueule et que tu as un bras dans le plâtre, tu vas plus pouvoir aider ton client et toi, tu n'auras plus de revenus. Voilà. Donc, 2 mois, 3 mois, qu'est-ce que tu fais? C'est un peu embêtant. Et quelque part, il y pensait aussi à ça. Donc, il y a un peu de charge mentale. Donc, mener une activité, c'est aussi être bien dans son corps, bien dans sa tête. Donc, il y avait de ça. Ensuite, la crise Covid, si on avait pu ne pas l'avoir, je m'en serais très bien passé. Mais mine de rien, quand on sent que les très jeunes, les ados, les gamins en primaire aussi, et puis les jeunes adultes, vraiment, il y a eu une explosion à ce niveau-là du tabou. On se dit qu'effectivement, en fait, ce que l'on avait déjà un peu réfléchi se trouve être à peu près cohérent avec l'évolution des besoins. Ensuite, on avait assez rapidement aussi fait une étude avec un institut pour sonder en fait. Alors c'était du qualitatif, donc c'était pas du quantitatif, mais vraiment une étude un peu poussée qualitative sur en fait quels sont les besoins, comment est-ce qu'ils ont évolué et est-ce que cette solution-là que vous voyez qu'on va vous présenter qui s'appelle Nostrum Care correspondrait. Il y a toujours des gens qui disent que oui, pas assez, non, trop, voilà. Mais globalement, effectivement, les retours étaient extrêmement positifs. Et puis après, il faut y aller. C'est-à-dire que la phase de conception, elle est importante, mais le passage à l'acte, il est encore plus important. Et quelque part, j'ai jamais ressenti autant du stress, oui, et puis de l'appréhension que quand on a lancé officiellement la commercialisation en courant 2022 d'un premier produit qui n'était pas vraiment une mutuelle, mais qui était une surcomplémentaire santé. Okay. Je pourrais expliquer c'est quoi la différence. Alors, tu as en fait, pour le financement de la santé en France, tu as la sécurité sociale, qui est en fait accessible à tous. Ok, tu as ta carte vitale, je crois, à 16 ans de mémoire. Donc après, c'est le financement, c'est ce qu'on appelle le régime obligatoire. Bon, on peut pas faire plus clair. Donc c'est-à-dire que quand tu vas chez le médecin, ça prend en partie les frais du médecin. Et puis après, si tu vas sur des frais qui sont jugés moins de première nécessité, la participation de la sécurité sociale diminue, voire n'existe plus. C'est ce qu'on appelle la mutuelle chez nous en Belgique, voilà, ça correspond exactement à la sécurité sociale. Donc le régime obligatoire, donc ça, moi c'est ce que je dis toujours, c'est le premier niveau.
C'est le premier étage de la fusée. Tu as un second niveau qui est le régime complémentaire ou assurance santé, mutuelle. Ce que vous faites aujourd'hui. Ce que l'on fait avec notre produit qui s'appelle Nostrum Vita. Et une surcomplémentaire est possible, un troisième niveau est possible. Et là, c'est ce qu'on avait lancé au tout début. Et c'est ce qu'on appelle la surcomplémentaire. Et ce produit s'appelle Nostrum Plus. Voilà. Comme son nom l'indique, en plus. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a lancé Nostrum Plus ? C'est parce que concrètement, par rapport à un lancement de mutuelle, qui nécessite un peu plus d'investissement en termes de gestion des contrats, de gestion des remboursements, etc. Au moins sur la surcomplémentaire, c'est un peu plus flexible. Donc, on a lancé un POC, une preuve de concept sur la surcomplémentaire, en gardant une forme de flexibilité. Et en fait, quand on lance, au bout de 2 mois, on a à peu près 300 clients. Ce qui est beaucoup. C'est beaucoup. Hein. Sans investissement sans investissement d'acquisition. Et ça rembourse quoi, du coup, cette surcomplémentaire, par exemple ? C'est à peu près la même structure que le produit Nostrum Vita. C'est-à-dire qu'il y a du médecin, il y a un peu d'hospitalisation, il y a de la médecine douce, il y a du dentaire, de l'optique, voilà. Et c'est pour aller chercher cette différence entre En fait, un truc tout simple. Tu vas voir un médecin. Alors aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, les médecins font du dépassement d'honoraires. Et ben, si tu as ta sécu plus ta mutuelle qui va prendre en charge à peine plus que le dépassement d'honoraires, souvent tu vas te retrouver avec 10-15 euros de dépassement d'honoraires. Et ben, ta surcomplémentaire, elle peut compléter ça. Okay. Voilà. Donc il y avait un peu tout ça qu'on mettait dans la surcomplémentaire Nostrum Plus, mais déjà tout de suite avec une volonté d'aller innover, de bouger un peu les lignes, parce que sur les médecines douces et le bien-être, on avait déjà placé la barre assez haut, on avait mis beaucoup de praticiens et de pratiques, on avait mis les compléments alimentaires, on n'avait pas encore mis le CBD, mais c'était déjà dans les cartons. Au niveau de l'optique, on avait mis les lunettes solaires et les lunettes anti-lumière bleue. C'est pas de la folie. Non, mais c'est tout ça qui peut expliquer que c'est de la prévention oculaire, en fait. 300 clients comme ça en effectivement, 2 mois. ouais. C'est la réponse, elle est là. C'est de la prévention oculaire. C'est-à-dire que tu te crames les yeux, plus rapidement, tu vas avoir des lunettes. Donc, si on peut éviter de se cramer les yeux trop rapidement et de repousser un moment l'âge où tu vas porter des lunettes, quelque part, moi, je m'y retrouve aussi en termes de mutuelle, parce que je fais de la prévention. Je suis moins dans la curation. Voilà. Ouais, ça on va justement, c'est un des gros sujets de cet épisode pour ceux qui nous écoutent. On va rentrer dans le sujet ici, mais donc pour bien comprendre aujourd'hui Nostrum Care, ce que c'est du coup maintenant une complémentaire, c'est ça. Il y a toujours la surcomplémentaire et la complémentaire. C'est vrai que pour terminer le fil, je suis désolé, je te coupe, vas-y. Pour terminer, effectivement en 2022 on lance la surcomplémentaire, donc c'était un moment stressant, mais notre preuve de concept elle est validée puisqu'effectivement techniquement, c'est-à-dire qu'informatiquement on a la capacité de faire souscrire une personne de A jusqu'à Z et qu'elle ait accès à son application sans aucune sans que rien que manuel soit fait. Et ça, à l'époque, c'était assez très innovant. Ok, avec toute une réflexion sur comment est-ce qu'on montre les garanties, comment est-ce qu'on explique les plafonds de garantie ou alors les forfaits. Enfin, je veux dire, il fallait que en quelques écrans, on ait suffisamment d'éléments pour que la personne comprenne ce qu'elle achète, ce pourquoi elle sera remboursée et ce qu'elle va payer. En fait, on a dû rattraper 10-15 ans de retard. Oui, parce que c'est pas que c'était pas fait en digital, c'était juste pas fait tout court à l'époque. Et c'était pas fait à l'époque sur la mutuelle, mais c'était fait sur d'autres secteurs. Je veux dire, t'achetais déjà à l'époque sur Internet depuis bien longtemps. Vinted existait. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas nouveau. Mais nous, il a fallu qu'on rattrape ce retard. Et puis après, qu'on puisse avoir une gestion du contrat complètement digitalisée, c'était aussi une autre preuve de concept. Et puis après, il y avait la preuve de concept aussi commerciale. Est-ce qu'on répond vraiment à un besoin ? Et la réponse était oui, puisqu'on a effectivement eu ces 300 clients assez rapidement. Donc, c'était une bonne chose. Et puis, effectivement, à partir de là, on est passé de la preuve du concept à vraiment le lancement de l'entreprise avec des plus grandes ambitions et le lancement de la complémentaire santé Nostrum Vita.
Courant 2023, avec un lancement très progressif et puis vraiment une montée en régime en 2024. Et il y a aussi une RC Pro du coup. Oui. Ça c'est encore un produit séparé pour les indépendants ou c'est la même chose? C'est séparé, c'est-à-dire qu'en fait, alors ça vient de nos clients. C'est chouette ce que vous faites, mais est-ce que vous faites aussi la RC Pro? Et puis quand on a vu 1, 10, 20, 50, 100 demandes, on s'est dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis en fait, c'est assez cohérent avec ce que l'on fait, puisque quelque part la RC Pro c'est aussi se décharger mentalement de quelque chose. C'est une assurance qui couvre en fait son activité professionnelle. Donc quand on sait que son métier peut avoir un risque, et n'importe quel métier a un risque, que vous soyez derrière un écran d'ordinateur à faire des logos ou à faire un site internet, ou que vous soyez en train de manipuler un patient comme un kiné par exemple, il y a un risque et il est quantifiable et il est là, il peut advenir. Et si ça arrive, et là, donc quelque part, c'était vraiment une volonté de pouvoir proposer ça en plus pour pouvoir décharger mentalement. Ouais, parce que t'as le risque. Bon, tout le monde pense au risque physique premier, mais aujourd'hui et de plus en plus, on le sait, t'as quand même, surtout chez les indépendants, cette charge mentale, t'as le risque plutôt psychologique du burn-out qui augmente énormément. Je pense que c'est un risque qui fait pas partie des consciences collectives quand on pense du risque lié au métier. Quand on est devant son ordinateur, a priori, il y a pas de risque, mais c'est vrai que... il y en a. Tu fais un logo pour une nouvelle boîte et le logo, en fait, t'as pas vérifié qu'il était pris par une autre société. Tu te fais attaquer et puis la société perd X milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros. C'est toi, quoi. Je veux dire, l'entreprise peut se retourner vers toi. D'ailleurs, ça devient obligatoire de demander une attestation de RC Pro quand tu travailles avec des indépendants. Et c'est normal. Et vous avez donc... c'est en effet assez innovant et novateur par rapport au monde de l'assurance, mais c'est vrai qu'on voit émerger parfois d'autres assurances qui prennent un petit peu le même créneau. Qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qui rend Nostrum Care unique par rapport à d'autres mutuelles, forcément qui essaient de se rattraper un petit peu en se digitalisant? C'est notre positionnement vraiment très assumé sur le fait qu'on soit une mutuelle santé et bien-être. Des concurrents qui vont autant affirmer ça, j'en connais pas. Y a des projets qui existent, c'est pas des mutuelles, c'est même pas trop de l'assurance, c'est plutôt du financement de quelque chose. Non, vraiment le positionnement et la conviction de Nostrum Care lié au fait qu'il faut être bien dans sa tête, bien dans son corps, et que les deux sont indissociables, je l'ai pas vu ailleurs. Voilà. Cette capacité d'innover dans les produits aussi, je l'ai pas vu ailleurs. Le fait de sortir une assurance bien-être pour les cœurs brisés, voilà. C'est assez unique. D'ailleurs, ça vient d'où cette idée? Ça vient en fait de tout simplement des discussions avec Tinder sur une volonté commune de pouvoir adresser un public plutôt commun aussi, puisque en fait on s'adresse à des jeunes. Tinder a envie de pouvoir proposer des choses nouvelles à ses utilisateurs, notamment sur le fait que si vous n'êtes pas bien dans vos pompes, vous serez pas dans les meilleures conditions pour dater. Voilà. Et puis nous, on est quand même maintenant reconnu comme étant un acteur de référence sur le sujet. C'est vrai que on a plus de 30 000 followers sur les réseaux sociaux. Une fois, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais il faudrait que je le martèle à tout le monde. On est la mutuelle ou l'assurance la plus suivie de France quand même. J'ai regardé. Il y a concrètement les autres mutuelles, elles sont pas autant suivies. Ouais, non, vos réseaux sont assez impressionnants. Et donc en fait, on est devenu une référence à ce niveau-là parce qu'on propose du contenu de qualité, on va interroger des médecins, on va interroger des sexologues, on va interroger des nutritionnistes pour proposer du contenu vraiment à haute valeur ajoutée. Et donc avec Tinder, on a commencé les échanges comme ça. On a trouvé ça marrant, comme on a toujours envie d'innover et comme en fait, on a aussi envie de montrer que l'assurance santé, l'assurance mutuelle, ce sont pas que des sujets pénibles et rébarbatifs et opaques, etc. Mais que
on peut s'amuser et on peut faire des choses très concrètes pour tout le monde. On s'est dit allez, on y va. On pensait que ça allait faire un peu de bruit. On est quand même pas déçus par rapport à ça. C'est vrai que c'est bien repris dans les médias, avec plus ou moins de justesse. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire que c'est un coup marketing, il y en a qui vont dire que c'est pas vraiment de l'assurance. On leur a fait un droit de réponse parce que c'est important pour nous de bien insister sur le fait que oui, c'est une assurance. Oui, il y a un aléa. Oui, il y a un risque. C'est pas automatique, c'est pas systématique. Il y a un risque. Il y a une maîtrise de tout ça. Donc clairement, à ce niveau-là, il y a même pas de débat. Mais en tout cas, on est heureux aussi que les autres médias qui se sont pas trop focalisés sur ce sujet-là se soient plus focalisés sur, en fait, Nostrum Care et Tinder. Ce qu'ils ont compris, c'est que la séparation, c'est un moment de fragilité, de faiblesse émotionnelle, psychologique, de bien-être, et que, comme d'autres événements, il doit pouvoir y avoir des réponses ou des programmes d'accompagnement. Voilà, c'est ça qui est important, c'est ça qui est au cœur du sujet. Le harcèlement scolaire, on a des confrères AXA, pour ne pas les citer, qui proposent une assurance harcèlement scolaire. On leur a pas fait le procès de est-ce que c'est vraiment une assurance ou pas. Mais en même temps, la démarche, elle est très bonne. Il faut pouvoir proposer des solutions. Pareil pour les violences conjugales. Ils ont fait aussi quelque chose pour les violences conjugales. Et c'est très bien. Il faut qu'on puisse, nous, acteurs des entreprises, des sociétés, puissent proposer des solutions concrètes pour faire avancer les choses. Il faut qu'on fasse avancer les choses. Ouais, et c'est sûr que la partie, je pense, santé mentale a été très mise de côté ou un peu oubliée dans le débat santé ces dernières années, refait un peu surface maintenant. Et c'est vrai que par exemple même nous chez Simp, on est très troubles digestifs. Et en fait on se rend compte dans les troubles digestifs l'énorme impact de l'axe intestin-cerveau. Et une des choses qu'il faut traiter aussi, c'est la santé mentale, la gestion du stress, toute cette partie-là, sans pour autant catégoriser juste, oui, c'est des problèmes dans la tête, c'est uniquement un problème dans la tête, il faut apprendre à se calmer. Parce que ça, c'est aussi un peu le discours inverse qu'on a beaucoup entendu dans la partie plutôt troubles digestifs. Et donc, on va venir justement après un petit peu plus sur cet aspect, qu'est-ce qu'on fait quand on est un peu entre les deux. Mais donc, pour terminer un petit peu le volet vraiment compréhension de ce qu'est Nostrum Care et ce que ça fait, de ce que vous faites, on va parler un petit peu après de la partie rôle de la mutuelle dans la prise en charge un peu de cette zone grise, et surtout la partie un peu financière, comment on évolue le modèle, comment tout ça est faisable. Mais juste avant, donc pour que les gens comprennent bien ce que vous voulez dire par on propose d'autres services, plutôt la partie bien-être, donc la partie santé, voilà, ça c'est quelque chose qui est assez compris, c'est un peu similaire à ce qu'on peut trouver dans d'autres mutuelles avec un service beaucoup plus digital et actuel, mais après il y a cette partie vraiment bien-être où vous remboursez du coup, je crois que c'est 18 spécialités, c'était 44 ouais, et on ça. Fait évoluer en fait Okay. en fonction aussi des évolutions. C'est ça. Et c'est quoi par exemple quand on dit 44 services bien-être, c'est ça? C'est des pratiques en fait. Ouais, c'est des pratiques. En fait, tout simplement, pourquoi 44 et pourquoi pas 70 ou 20 c'est que on s'est basé sur des sites de prise de rendez-vous pour les médecines douces, pour les praticiens en médecine douce. Et on a regardé les différentes pratiques, on a fait des petites études sur effectivement qu'est-ce que ça comprenait, est-ce que c'était sérieux, est-ce que il y avait derrière des fédérations, des ordres, des syndicats, est-ce que c'était structuré, et toutes celles et ceux qui étaient en fait bien structurés et qui apportaient une réponse, on les a intégrés. Ce que fait la concurrence, c'est qu'ils vont en prendre 3-4. Ils vont prendre ostéo, chiro, et puis je pourrais même pas te dire ce qu'ils prennent. Partant du principe qu'en fait, on va rembourser 4 séances.
Pourquoi nous on en met 44 ? Tout simplement parce que en fait, c'est vraiment cette idée que on va pas dicter à nos clients ce qu'ils doivent faire pour aller mieux, mais on va leur laisser la liberté de choisir ce qu'il faut qu'ils fassent eux-mêmes pour aller mieux, et du coup leur permettre d'y aller en rendant ça accessible par un remboursement. Parce qu'à un moment, c'est ce qu'on appelle en fait le financement de la santé. C'est ça, la mutuelle, l'assurance, santé, ce sont des acteurs du financement de la santé. Si tu n'aides pas à aller voir le médecin, ben les gens iront moins voir le médecin. Et tu vas voir dégringoler toutes les statistiques sur l'espérance de vie et surtout sur dans quelles conditions on vieillit. Et c'est normal. Mais maintenant, quel est notre rôle en tant qu'acteur de ce modèle-là, et comment est-ce qu'on fait évoluer ce modèle-là en intégrant 44 pratiques, tout simplement. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui a de la fatigue chronique ou du stress ou des troubles digestifs, qui va généralement chez le médecin, qui vérifie qu'il n'y ait pas de maladie, et voilà, le constat c'est qu'il y a pas de maladie, donc il y a pas grand chose à faire, et du coup il se trouve un peu dans cette zone grise et un peu dans le début de ce parcours du combattant où il doit aller chercher lui-même ou elle-même les solutions. Et donc c'est que je trouve assez intéressant, on en a un petit peu discuté tout à l'heure hors antenne, il y avait un truc qui revenait, c'était de laisser la personne en fait avoir de la marge de manœuvre dans son parcours, parce qu'aujourd'hui en final les gens le font, c'est ce qui se passe concrètement quand on sort un peu du cadre, voilà, remboursement maladie, il y a ce parcours très seul, seul psychologiquement, mais aussi seul face aux frais que ça engendre, et les personnes en fait finales trouvent leur chemin. Et donc je trouve ça assez chouette, le concept d'aider la personne, de la soutenir dans son chemin, mais qu'elle va tracer un petit peu elle-même. Et je me permets, excuse-moi, c'est pas d'ailleurs que j'ai des symptômes mais pas de pathologie. Il y a aussi des personnes, et de plus en plus, qui vont prendre ça en complément d'un traitement qui peut être lourd. Tu vas avoir des traitements assez lourds, assez invasifs sur, par exemple, le cancer ou d'autres maladies graves. D'aller voir des praticiens en médecine douce permet d'aller mieux, de soulager la douleur, de prendre soin de son bien-être mental et émotionnel, et de mieux combattre la maladie. À un moment, le sujet, c'est que quand on est face à de telles maladies aussi graves, il faut combattre la maladie. Et si le cerveau n'est pas prêt à combattre la maladie, c'est déjà une bataille de perdu. Est-ce que, du coup, oui, la mutuelle a un rôle à jouer là-dedans pour toi, dans ce que vous faites, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourront dire oui, mais comment est-ce qu'on peut payer pour tout ça, tu vois, toutes ces démarches sur le côté, elles coûtent. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas exploser les prix qu'on va demander par rapport à une mutuelle classique qui va rembourser plutôt que la partie curatif. C'est un petit peu le modèle dans lequel on est aujourd'hui. Tu payes ta cotisation et quand tu vas mal, on te rembourse. Vous proposez un peu l'inverse, avec une plus de partie sur la prévention, mais comment est-ce que ça tient financièrement un modèle comme ça? En fait, il y a quand même, je vais aller même plus loin, c'est-à-dire que on est là aussi quand ça va mal. C'est-à-dire que quand tu vas aller voir le médecin, on rembourse, et on rembourse à des niveaux qui sont similaires à ceux de nos concurrents. Au niveau de l'hospitalisation, c'est pareil. Au niveau, par exemple, de l'optique et du dentaire, c'est exactement pareil. Je veux dire, il n'y a pas d'écart manifeste entre la concurrence et nous. En revanche, bien entendu, déjà pour proposer ce que l'on propose, ce sont des calculs. Alors c'est un service qui s'appelle l'actuariat. C'est un métier, une expertise qui est développée depuis des centaines d'années. Je veux dire, voilà. Donc ces personnes-là sont en capacité de déterminer qu'en fonction des probabilités, nous pouvons avoir tant de remboursements pour tant de cotisations. Voilà. Donc
on fait pas ça non plus à l'aveugle en se disant on verra, et puis si y a un énorme déficit, c'est pas grave, quelqu'un paiera, on sait pas qui c'est d'ailleurs, mais non, le sujet tout ça est quand même assez maîtrisé et régi par des probabilités. Voilà, il y a une maîtrise. Mais en tout cas, ce que l'on veut réussir à démontrer, c'est que en prenant bien plus en compte le bien-être, la santé mentale, la santé émotionnelle et tout ce qui va autour, on arrive en fait à diminuer les coûts du curatif. Voilà. Mais quand je dis ça à notre niveau. Et c'est là où ce sera encore plus une validation de notre concept et de ce que l'on est. Ça, il est évident. Maintenant, nous, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de pouvoir mener justement cette étude jusqu'au bout. Voilà. Oui. Parce que j'imagine que tu as un peu un passage obligatoire qui est compliqué, c'est que tu as une population qui est vieillissante ou une population qui était dans l'ancien modèle, qui n'a pas bénéficié de tout ce curatif, enfin de tout ce préventif, pour lequel tu dois payer plus en termes de curatif parce que tu n'as pas eu le préventif pour contrebalancer. Et de l'autre côté, tu as des jeunes qui vont utiliser toute la partie prévention sur laquelle tu vas te rattraper plus tard financièrement. Et donc, à quel moment est-ce que ça devient rentable? Est-ce que c'est ça à 5, 10 ans? Est-ce que vous savez déjà, ou vous avez des modèles qui vous permettent de rester dans une rentabilité aujourd'hui, et c'est moins un pari sur le futur? En fait, de toute façon, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est les calculs sont faits pour que, à la fin de l'année, tu aies perçu autant de cotisations que tu n'as payé de prestations. Si tu as payé plus de prestations, l'année d'après, tu augmentes. Voilà. Donc, nous, sur les années précédentes, on a toujours un peu augmenté. Non pas parce que nos calculs initiaux n'étaient pas bons, mais parce qu'il faut prendre en plus en compte des évolutions réglementaires qui sont très pénibles. L'exemple le plus récent, c'est que on a eu énormément de difficultés en France à voter un budget qui s'est soldé à coup de tractations entre les différents partis politiques pour savoir est-ce que on allait rester au pouvoir ou pas. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, ça s'est soldé notamment par une nouvelle taxe sur les mutuelles de 2,05%. Donc ça veut dire concrètement que on devrait ou on pourrait augmenter de 2,05% encore les cotisations de nos adhérents. Alors là, en l'occurrence, on l'a absorbé. Mais ça veut dire que inévitablement, c'est 2,05% qu'on ne mettra pas ailleurs. Dans un recrutement, dans l'innovation. Voilà. C'est des choix à un moment. Et c'est vrai que il y a à la fois là tu me lances sur des sujets qui sont très passionnants et que je trouve vont être de plus en plus passionnants et de plus en plus importants à l'approche de la présidentielle 2027. Concrètement, c'est le sujet de qu'est-ce qu'on fait de notre système de financement de la santé. On a une sécurité sociale qui est surendettée, avec une non-maîtrise des dépenses, mais qui est vraiment hallucinante. Et à côté de ça, des mutuelles qui viennent compléter la sécurité sociale. La sécurité sociale, en gros, elle dit nous, on va se désengager un peu plus chaque année par rapport au remboursement. Ils vont passer par exemple de 70% à 60% sur certains actes. Ça peut paraître peu, mais en fait, ça veut dire que mécaniquement, c'est la mutuelle qui compense. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la mutuelle? Elle est toujours les mutualistes, ils vous le diront, tu peux aller voir n'importe quel acteur, ils sont toujours vraiment, ric-rac, c'est-à-dire que déjà, si t'es à 0, c'est bien. Voilà. Prendre 10% en plus, inévitablement, va y avoir une augmentation de la cotisation. Donc, ça veut dire que, concrètement, ces 10%-là, qui va les payer? C'est le citoyen. Donc, quand la sécurité sociale, elle se désengage de 10% sur ça, en fait, c'est pas 10% en plus pour les mutuelles, c'est 10% en plus pour le citoyen. Donc, tu vois qu'en fait, le financement du système de santé et de l'accès à la santé et aux soins, il est quand même
très bancal. Il y a une vraie réflexion à mener à ce niveau-là. Tu as l'intégration de nouvelles taxes en se disant, de toute façon, les mutuelles, c'est une idée commune et très partagée. Ils gagnent plein d'argent. Bon. Donc, on va y aller. On va les taxer. Mais, in fine, et d'ailleurs, tous les chiffres sont accessibles. Hein. Il y a à ce niveau-là aucune opacité. C'est-à-dire que sur tous les sites internet de toutes les mutuelles, si elles sont en règle, elles mettent ce qu'on appelle un document qui s'appelle le FCFR, et il y a les comptes. Il y a le nombre d'adhérents, il y a ce que les adhérents ont payé, et ce que la mutuelle a remboursé en termes de prestations. C'est quand même, à chaque fois... tout juste. C'est tout juste. Donc, t'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, toute augmentation va, en fait, être impactée sur le citoyen en bout de course. Par exemple, faire des concessions aux médecins en disant, cher médecin, la consultation, elle était à 22 € il y a quelques années. On l'a passé à 25, et puis on l'a passé à 30. Moi, je suis d'accord, dans le fond. Un médecin, il a 7-8 ans d'études, il a des responsabilités, 22 ou 25 €, c'est pas envisageable. On a besoin qu'un médecin soit payé à la juste hauteur de ses responsabilités et de ce qu'il fait. Mais derrière, encore une fois, quand tu rajoutes de 5 €, c'est autant que tu vas mettre derrière en termes de coûts pour les mutuelles, et que comme elles sont toujours à peu près à l'équilibre, ça veut dire encore de l'augmentation, et donc encore de l'augmentation de cotisation, donc pour les citoyens. Donc en fait, quelque part, on a un vrai sujet sur le financement de la sécurité sociale, le financement du système de soins. Les acteurs mutualistes et les acteurs du régime complémentaire, tout ce qui est assurance santé, ont un rôle à jouer là-dedans, puisque on est quand même aussi un des premiers postes de dépenses des Français. Rien que quand tu te dis ça, tu te dis, ah oui, il y a quand même un vrai sujet. Donc, il y a vraiment une vraie réflexion à mener, mais c'est pas une réflexion, les mutualistes ou les assurances complémentaires dans leur coin, la sécurité sociale dans son coin, la politique dans son coin. Non, il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on arrive vraiment à comprendre comment est-ce que ces coûts de santé évoluent, comment est-ce qu'on recrée une solidarité intergénérationnelle, parce que si on a le temps, je peux expliquer rapidement, mais avec les différentes réglementations et avec les différentes lois qui ont été passées, en gros, ces 10 ans, les salariés ont maintenant une obligation de souscrire à une mutuelle de l'entreprise. Quand tu fais ça, en fait, tu casses la solidarité intergénérationnelle. La mutuelle, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait que dans ton pool d'adhérents, tu as des jeunes, les jeunes vont moins chez le médecin, les personnes âgées vont un peu plus chez le médecin, donc elles vont payer un peu plus. Les jeunes vont payer un peu moins, mais donc tu calcules en fait que tout ce qui va pas être consommé par le jeune, va permettre de financer la consommation de la personne âgée. Quand tu coupes ce qui en fait était un peu ce qui consommait moins et donc sur lequel en fait les mutuelles se faisaient un peu plus de marge. Quand tu le coupes, ça veut dire que le système de solidarité entre ces deux générations, il est rompu. Et donc, inévitablement, les mutuelles des seniors vont plus rapidement augmenter, et on l'a vu, c'est un phénomène qui est tout à fait mesurable sur les 3-4 dernières années, que le reste de la population. Voilà. Donc, quelque part, il y a eu une accumulation de lois, de réglementations qui ont fait que on a un vrai sujet. Et si ces acteurs-là n'arrivent pas à discuter clairement de ce que c'est que la santé de demain, déjà, ensuite de comment est-ce qu'on veut la financer, on va aller, je vais pas dire dans le mur parce que c'est un peu catastrophique, mais c'est plutôt... on va faire des petites réformes, on va mettre des petites nouvelles taxes, on va se désengager un peu de 5-10%. Mais encore une fois, celui qui va payer à la fin, c'est le citoyen. Faut pas se leurrer, quoi. Et d'où cet intérêt d'avoir justement un petit peu les deux côtés du spectre pour pouvoir absorber un petit peu le coût de certaines personnes âgées qui vont coûter généralement un peu plus cher à la mutuelle. Oui.
Comment est-ce que, parce que justement ça me mène un petit peu au dernier point que je voulais aborder. On sait qu'on a parlé pas mal de santé mentale tout à l'heure, que c'est la grande cause nationale en 2025. Reconduit en 2026. Reconduit en 2026, parce qu'on a un Français sur 6, j'ai vu les statistiques, qui a vécu un épisode dépressif l'an dernier, et ça monte jusqu'à 22% chez les 18-29 ans. Quel est l'âge moyen chez vous, parce que vous êtes très axé sur la santé mentale et du coup sur les jeunes aussi, parce que je pense que ça tu m'expliqueras, ça peut être un besoin que vous ressentez plus chez les jeunes. Comment est-ce que vous, quelle est un peu la répartition chez vous entre les différentes populations? Elle est complètement déséquilibrée, puisque je crois qu'on a 29, quelque chose d'âge moyen. Donc ça veut dire que on a quand même une population qui est très jeune. Ça commence à quel âge une mutuelle généralement? Ah bah nous, c'est à partir de 18 ans. Si tu veux une souscription seule autonome. Maintenant, après, on a des familles, donc c'est-à-dire que tu peux mettre tes enfants dès la naissance jusqu'à tes 25, c'est les 25-26 ans. Donc après, ils vont devoir avoir un contrat par eux-mêmes. Mais en tout cas, oui, les très jeunes peuvent être sur la mutuelle des parents. Et après, si tu veux un contrat par toi-même, c'est 18 ans, il faut attendre la majorité. Voilà. Mais concrètement, on est sur une moyenne d'âge très jeune. Ce qui est pas étonnant, étant donné qu'on est quand même sur des contenus plutôt oui, de par votre communication. Ouais, la communication sociaux, est plutôt jeune, je dirais. Voilà. Ouais. En fait, j'ai du mal à sortir ma phrase, parce que je me suis dit, moi, si j'étais plus âgé, ça m'intéresserait. Donc, j'ai pas envie de... Oui, ça reste du contenu informatif sur la santé. Ça reste du contenu, voilà. C'est-à-dire qu'une personne 55, 60, 70, si elle tombe sur notre contenu, elle va pas avoir un message lui disant t'as rien à faire ici. Non, au contraire, elle peut être très intéressée par les messages que l'on porte. Et d'ailleurs, on fait appel à des experts justement pour aussi avoir ce surplus d'expertise qui va nous permettre d'avoir une vraie légitimité dans ce qu'on apporte dans nos communications et dans ces contenus-là. Voilà, c'est important. Par contre, une collaboration avec Tinder va peut-être moins parler à un certain public. Oui, voilà, si on avait voulu cibler les plus seniors, on aurait peut-être fait une collaboration avec Disons Demain, mais pourquoi pas avec Disons Demain, voilà. Et est-ce que vous voyez un peu un shift dans les populations plus jeunes au niveau des demandes, que les demandes évoluent, qu'il y a plus de conscience de ce qu'est la mutuelle et du besoin de choisir une mutuelle par rapport à ce qu'il y avait avant. Après, vous êtes né un petit peu là-dedans, donc je sais pas si vous avez assez de recul pour voir un shift là-dedans, mais est-ce que vous avez, par exemple, par rapport à l'offre que vous avez établie à la base, qui était peut-être calquée un petit peu plus sur les mutuelles classiques, une évolution dans les demandes, des demandes qui émanent vraiment d'un public plus jeune? Il y a clairement une évolution vers plus de bien-être. Ça, c'est sûr. On le voit bien, on le ressent bien. Maintenant, je pense que ce qu'il y a de particulier chez nous, c'est encore une fois, effectivement, qu'on a des demandes plus ciblées sur les médecines douces et sur, effectivement, tout ce qui va aller contribuer à prendre en soin de sa santé mentale. Maintenant, je vous rassure, on a aussi beaucoup de demandes au niveau du dentaire, de l'optique, voilà, des soins plus classiques. Et tant mieux, parce qu'on est une mutuelle santé, d'abord. On est une mutuelle santé au même titre que les autres. Maintenant, le shift générationnel, il est plutôt effectivement sur les attentes. J'ai l'impression que ce que l'on fait en termes d'explication de nos garanties fonctionne. Je trouve que nos adhérents sont comment dire, ne nous questionnent pas trop sur ce à quoi ils ont le droit, entre guillemets. C'est-à-dire que je vois autour de moi pas mal de personnes qui me disent bah toi tu connais, est-ce que tu peux m'aider à comprendre? On a peu de remontées à ce niveau-là.
Voilà, on va avoir des remontées plutôt d'incompréhension par rapport à certains remboursements. Pourquoi 23,66 et pas 25 ? Parce que derrière il y a de la sécurité sociale ou je ne sais trop quoi. Il y a toujours une explication. Hein. On n'essaie pas de gratter un euro quelque chose à chaque fois, mais en tout cas il y a toujours une explication. Et là-dessus on va être beaucoup plus sollicité. Mais sur l'explication, la compréhension, l'intelligibilité de ce pourquoi en fait on fait payer tous les mois nos adhérents, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une réussite à ce niveau-là. Et j'espère que de fait il y a quand même une différence générationnelle à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'espère que quelque part on a donné envie aussi à toutes ces nouvelles générations de prendre une mutuelle et de prendre soin de soi. Et que c'est possible en fait de prendre une mutuelle pour prendre soin de sa tête au même titre que de prendre soin de son corps. Et qu'on peut le faire avec des sujets qui sont extrêmement intéressants, comme la santé sexuelle, comme la santé mentale, comme la santé, tu parlais tout à l'heure de la santé digestive, mais c'est des trucs, c'est hyper important. Et pour autant, c'est des choses que l'on va pas crier partout aujourd'hui. On veut pas dire j'ai des gros problèmes de santé sexuelle. Non, celui qui fait ça, il a bien du courage. Et quand il va le faire, on va se dire il est fou celui-là. Mais si nous, on propose déjà du contenu, des informations claires, données par des experts, et qu'en plus de ça, on te permet d'aller voir une sexologue, ou alors de prendre des compléments alimentaires qui permettent de régler des problèmes liés à la santé sexuelle, pourquoi pas ? Peut-être que discrètement, dans ton coin, ça te permet d'aller mieux. Voilà. J'ai le souvenir un premier partenariat CBD. Et c'était une dame qui me disait, mais regarde, ça c'est notre gamme libido. Mais alors, j'arrivais pas à faire le lien entre CBD et libido. Donc je lui explique, je dis, mais libido, pourquoi ? Elle dit, en fait, le premier problème du manque de libido et d'impuissance, c'est le stress. Le CBD agit sur le stress, donc si tu fais le lien, le CBD agit sur en fait la santé sexuelle. Je dis mais oui, effectivement. C'est maintenant que tu me le dis, c'est logique. Mais voilà, maintenant c'est aussi ça que l'on doit nous pouvoir proposer, mettre en avant et faire en sorte que les nouvelles générations comprennent qu'on est en fait un allié et non pas un espèce de truc qu'il faut payer tous les mois et qui nous embête et qui nous enquiquine, qui nous demande des papiers et qui est chiante. Voilà. Non, tout à fait. Est-ce que tu as une demande pour clore ce sujet, une demande de remboursement peut-être d'un ou une de vos adhérents qui t'a surpris? Quelque chose auquel tu t'attendais pas. Oui. J'hésite à le dire parce que franchement, il s'agissait de préservatifs japonais. Alors voilà. Okay. Et vous remboursez les préservatifs non japonais ? On rembourse tous les préservatifs, et même les japonais. Mais alors, de fait, on est allé se renseigner et ça vaut le détour. Ok, ça va. Top, mais je crois que c'est bien. On a bien fait le tour de la question. Ici, je pense qu'il y a encore un point que je sais parfois qu'on peut vous reprocher, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, c'est sur et comment est-ce que vous sélectionnez un petit peu ces partenariats, ces remboursements. Si tu parles de CBD, auquel t'as convaincu de faire le lien, mais comment est-ce que vous sélectionnez un petit peu ce que vous remboursez, ce que vous remboursez pas? Est-ce que vous avez un peu une méthode, un processus là-dedans? Parce qu'on peut entendre parfois qu'on vous traite de rembourser les charlatans ou forcément. Ou d'arriver dans certaines dérives. Après, moi, je suis pour l'idée de permettre aux gens de faire leur parcours. Maintenant, permettre aux gens de faire leur parcours, ça a également des dérives. Ah, c'est sûr. Alors, plusieurs choses sur ce point-là. Quand on s'est lancé, on a été sollicité par des sociétés, des associations, des autorités, pas gouvernementales, mais des personnes qui se proclamaient autorités sur le sujet, pour justement nous aider.
Il est vrai, c'est ce que je t'ai dit, on a quand même encore une petite équipe. J'ai pas une équipe composée avec une cellule spécifique qui va dire attention, ça oui, ça non. Voilà. Bon, déjà, il y a quand même un gros travail au niveau de l'actuariat, au niveau de la conformité. On est sur des professions qui sont extrêmement réglementées. Ouais, c'est lourd. Ouais. C'est très réglementé. Donc, avant de sortir un produit comme Vita, comme le produit Tinder qui s'appelle Breakup, Backup, Glow Up, il y a quand même du travail. Hein. C'est pas fait n'importe comment. Et on respecte des process, ça doit passer au conseil d'administration. Il y a des gens qui sont inclus, des comités. Bref, une fois que je t'ai dit ça, ensuite, on avait effectivement des personnes qui nous ont sollicité pour nous dire « Nous, on sait, on va vous aider ». Donc au début, je me dis c'est intéressant. Effectivement, je ne peux pas m'auto-proclamer grand sachant de toutes les pratiques en médecine douce ou en médecine alternative. Donc c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur. Et plus j'avançais dans les discussions avec ces différentes parties prenantes, plus je me rendais compte que chacun prêchait pour sa paroisse. Et ouais. Donc je me suis dit bon, à un moment, j'ai pas envie d'être, j'ai pas envie de faire les intérêts des uns et des autres. Donc on va rester autonome à ce niveau-là. Mais en revanche, nous notre rigueur, c'est que on va tout de suite creuser le sujet, voir si, encore une fois, c'est ce que je te disais, s'il y a des syndicats, s'il y a des ordres, s'il y a des fédérations. Par exemple, les doulas, c'est un sujet, moi je n'avais aucune idée de ce qu'était une doula avant que nombreuses de nos clientes nous disent « Et pourquoi vous remboursez pas les doulas ?» C'est quoi les doulas ? Bah, regarde, c'est ça. Ah ouais, ok. Et donc, en interne, on regarde, on voit qu'il y a effectivement des associations, des fédérations, on prend contact avec, on les questionne, on leur explique qui on est, ce que l'on fait, ce que vous faites, comment vous êtes structuré, voilà. Et on a intégré, après de nombreux échanges, des semaines d'échanges, on a intégré le remboursement des doulas. Et ça, on l'a fait plusieurs fois. On est en partenariat avec la Fédération française de sexothérapie. Voilà, encore une fois, ce sont aussi derrière des gens qui se sont structurés et donc quelque part qui ont structuré quelque chose avec la volonté d'être conforme ou avec la volonté de pouvoir apporter de l'information libre à des futurs consommateurs ou à des futurs patients. Enfin voilà. Donc c'est ça que l'on a fait et c'est ça que l'on continue à faire. On est très sollicité encore aujourd'hui par différentes pratiques. Il y en a, on donne pas suite parce que effectivement c'est un peu trop éloigné aussi de ce que l'on peut faire. Mais il y en a qui sont plus intéressantes et où on identifie bien effectivement le besoin. Et là, on va creuser, et puis on va rencontrer, et puis on va en discuter, et puis on va demander aussi aux services juridiques de voir quelles sont les dérives. Mais typiquement, les naturaux, si tu les rembourses pas parce qu'effectivement t'as quelques charlatans, ça prive quand même une bonne partie des personnes qui vont voir des naturaux et des naturaux qui ne sont pas des charlatans. Ouais, et c'est un peu ça, le pas tomber dans... Enfin, de l'autre côté, on a été fort dans la mutuelle classique à juste rien rembourser et du coup, les gens le font quand même. En plus. Ouais. Donc, effectivement, ça n'empêche pas. Donc ça, c'est de la partie plutôt thérapeute. Donc il y a beaucoup de thérapeutes de thérapie complémentaire ou alternative que vous remboursez. Et puis il y a aussi tout ce qui est produit. Oui. Ouais. Donc tout ce qui est complément alimentaire. Complément alimentaire. CBD. Ouais. On avait ajouté le minoxidil, par exemple. Le minoxidil qui est donc une molécule qui permet de faire repousser les cheveux. Alors ça, c'est encore une fois pas de la folie de notre part. C'est Enfin, c'est prescrit par tous les dermatos à un moment. Oui, c'est vrai, mais on l'a quand même indiqué clairement. C'est-à-dire que là, tu n'as pas besoin de prescription pour te le faire rembourser. Okay. Ah ouais, ok. Ouais, c'est ça le sujet. Et pourquoi le minoxidil ? Parce que tu peux avoir une baisse claire de ta confiance en toi, parce que ça commence à se clairsemer, etc. Moi, j'ai un souvenir dans mon ancien boulot d'une association qui, en fait, proposait des entretiens d'embauche factice pour des personnes en cours de réinsertion professionnelle, avec un passage chez un coiffeur gratuit. Pourquoi ?
Parce que si tu es en réinsertion professionnelle, c'est que déjà tu as eu un parcours de vie compliqué et que il faut pouvoir te donner toutes les chances de pouvoir réintégrer la société professionnellement et puis de manière générale. Et la coupe de cheveux, c'est important. La coupe de cheveux. D'ailleurs, je devais y aller hier et mon coiffeur m'a planté. Enfin non, ma fille était malade et donc elle n'a pas pu aller à la crèche et donc j'ai dû m'en occuper. J'ai déjà annulé mon rendez-vous chez le coiffeur. Mais ça m'a pas empêché de pouvoir faire non, c'est ça. le podcast. Mais non, mais je comprends. Voilà. D'ailleurs, j'avais prévu d'aller chez le coiffeur avant de venir faire un épisode parce que ça fait partie un petit peu du truc où tu as envie de te sentir bien. Tout bêtement. Ouais. Et donc, ensuite, il y a donc les choses que vous remboursez et puis il y a aussi un aspect partenariat. Il y a les partenaires. Les partenaires, là, c'est en fait notre volonté, nous, de créer un écosystème. On veut vraiment pouvoir créer un écosystème autour du bien-être et de la santé mentale avec des acteurs qui œuvrent aussi dans ce sujet-là. Là, c'est plus tout ce qui est produit, alors oui, services. Oui, alors c'est les produits. Alors on a des services en plus, c'est des services, mais qui sont des services liés à la téléconsultation médicale, à l'assistance psychologique au téléphone ou par chat. Voilà, c'est hyper important. Mais c'est vrai que quelque part, c'est des réponses aussi à des besoins. Oui, ou comme là au moment où l'épisode sera sorti, normalement le partenariat avec Simp aussi sera sorti. Donc les personnes, les adhérents n'ont pas un remboursement, mais auront une réduction sur le service de Simp en question, quoi. C'est comment est-ce qu'on arrive à créer un écosystème ensemble. Il faut qu'on arrive à être un banc de poissons qui va grossir de plus en plus et qui sera de plus en plus visible et fort et qui fera bouger les choses, en fait. C'est vraiment ça qui est important. Enfin, écoute, Abel, je te remercie beaucoup. Je sais pas si tu as un mot de la fin, un dernier message que tu voudrais communiquer. Je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour, mais si tu veux, c'est le moment. Te remercier aussi pour ces prises de parole, le fait que tu puisses aller creuser ces sujets qui sont extrêmement importants, et puis on peut voir que quelque part t'as un sujet de prédilection et que comme nous t'as envie aussi un peu d'innover, d'aller gratter un peu de cette curiosité et essayer de faire comprendre au plus grand nombre comment ça fonctionne. C'est vrai que c'est important. Moi, je suis toujours ravi de pouvoir échanger avec tout le monde globalement sur qu'est-ce qu'on fait, montrer que on fait pas les choses de manière complètement opaque, mais on fait ça plutôt dans l'intérêt de nos adhérents et dans l'intérêt général, parce que derrière il y a des vrais combats, des vraies convictions, et qu'on est des acteurs qui ont envie de faire bouger les lignes. Voilà. Alors, faisons bouger les lignes. C'est ça. Merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout. On mettra sûrement un lien pour aller voir Nostrum Care en description. N'hésitez pas à partager cet épisode avec une personne qui n'a pas de mutuelle ou qui aimerait mieux comprendre ce qu'il y a dans sa mutuelle, ou qui aimerait explorer plus d'approches complémentaires. Et likez l'épisode, abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra de voir tous les nouveaux contenus qui sortent. À la prochaine. Merci.